Grüezi! Bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. Les sujets de Sa Majesté disent au revoir à la Coupe du Monde, enfin, il leur reste la petite finale samedi. Nos meilleurs ennemis sont tristes, alors consolons-les en rangeant notre arrogance, en faisant preuve de flegme, et en rendant hommage à leur cuisine. Au menu du jour, les Scotch Eggs, c'est parti! Vous ne me verrez pas tomber dans les clichés. Oui, la cuisine anglaise rime encore avec la gelée, ce dessert tout flasque à base de gélatine colorée. Gélatine qu'on retrouve d'ailleurs dans de nombreux plats comme les Jellied Eels, les anguilles en gelée, un vrai plat populaire de bistrot. Et c'est vrai que la cuisine anglaise donne un peu l'impression d'être assez rustre, assez comaque, à l'image du plat national si l'on peut dire. Le Sunday roast, le rôti du dimanche, un assemblage de plusieurs préparations. Alors j'ai déjà goûté, c'est bon, mais c'est vrai qu'à l'heure d'Instagram, c'est pas très engageant. Au-delà de ces clichés un peu chauvins, il faut avouer que la cuisine anglaise est en plein renouveau, déjà parce que c'est de longue date un pays d'immigration, notamment en provenance du sous-continent indien, ce qui amène plein d'échanges et plein d'influences culturelles, et également parce que Londres est une capitale cosmopolite, le point de chute de nombreux chefs internationaux renommés qui contribuent à dynamiser la cuisine et le terroir britannique. Les Scotch Eggs, ou œufs écossais, ne sont pas du tout écossais mais bien anglais. C'est une recette qui a été inventée à Londres au début du XVIIIe siècle dans le grand magasin Fortnum & Mason, l'équivalent des Galeries Lafayette en gros. Ce sont des œufs emmitouflés dans une carapace de chair à saucisse qu'on panne et qu'on frit ensuite. Alors dit comme ça a l'air d'être un petit peu un bouche-artère. Même dit autrement, je suis pas sûr que ce soit très différent. Mais c'est un plat très populaire outre-Manche. La saison des pique-niques a commencé, donc ça pourrait bien figurer dans votre petit panier. Traditionnellement, on fait cette recette avec des œufs durs, mais j'ai vu plein de vidéos sur internet qui les font à partir d'œufs mollets, donc le degré de cuisson juste en dessous des œufs durs, quand le jaune est épais mais encore coulant. C'est peut-être des gens un peu YOLO, un peu punk qui font ça. L'Angleterre est de toute façon la patrie des punks, et j'aime cet état d'esprit, donc aujourd'hui, on va être punk. Première étape, on va cuire des œufs mollets. De l'eau. Dès que ça frémit, on plonge délicatement l'œuf à température ambiante afin d'éviter les chocs thermiques qui peuvent fragiliser la coquille. Mais normalement, si vous avez suivi ma vidéo sur l'organisation et le rangement du frigo, vous savez que les œufs, ça se conserve en dehors du frigo. Et on compte 6 minutes. Et pendant ce temps, on prépare la farce, 250 g de chair à saucisse de porc. Assaisonnez-la avec ce que vous voulez, c'est ça qui est génial dans cette recette. Ici, je vais mettre de la sauge, de l'origan, un demi-oignon râpé, une demi-pomme râpée pour rééquilibrer le côté gras, et du poivre. On mélange bien avec les mains et on réserve de côté car il est temps de s'occuper des œufs. Au bout de 6 minutes, on retire l'œuf et on le plonge dans un grand bol d'eau très froide pour bien stopper la cuisson. Et ensuite, on les cale. Pour faciliter cette étape, on plonge l'œuf dans l'eau, l'eau va s'infiltrer entre la coquille et l'œuf et la coquille va partir toute seule. On prend de la farce qu'on aplatit dans le creux de sa main. On va essayer d'avoir une couche uniforme mais pas trop épaisse, sinon ça peut devenir un peu lourd et ça va rester sur l'estomac. On place l'œuf au centre, le jaune est coulant donc l'œuf est fragile, alors manipulez-le avec précaution. Et on vient délicatement refermer la carapace de chair à saucisse en s'aidant du bout des doigts jusqu'à ce qu'on obtienne une boule uniforme. Ouais, it's coming back home, là oui. Qui peut croire que l'Angleterre, qui a vu naître le football moderne sur son sol, en a dessiné les contours et les premières règles, n'a remporté dans toute son histoire qu'un seul trophée. Alors d'accord, c'est une Coupe du Monde, ce n'est pas rien, mais le bilan est quand même très pauvre pour une sélection qui a joué son premier match, attention les yeux, en 1872. Et surtout, le seul trophée anglais date de 1966, déjà plus de 50 ans pour leur mondial à la maison. Plus inquiétant encore peut-être, l'Angleterre vient de signer la deuxième meilleure performance de son histoire en Coupe du Monde, puisque jusque-là, elle s'est arrêtée 6 fois en quart. Et sur la scène continentale, c'est pas beaucoup mieux. L'Angleterre a terminé 3e de l'Euro 1968 et est arrivée en demi-finale de son Euro à la maison en 1996. Et à part ça, 2 quarts de finale seulement. Qu'on ne se méprenne pas, l'Angleterre reste une vraie nation de football, sans doute le pays d'Europe dans lequel la culture du football est la plus vivace, dans sa définition populaire la plus pure. C'est un pays qui a enfanté de nombreux grands joueurs, tellement nombreux qu'on va juste se limiter aux 5 ballons d'or. Stanley Matthews en 1956, Sir Bobby Charlton en 1966,
Kevin Keegan en 1978 et 1979 et Michael Owen en 2001. Mais l'Angleterre souffre d'un phénomène assez handicapant depuis une vingtaine d'années. Le football y est très populaire, tellement populaire qu'il génère des quantités d'argent. Les clubs anglais sont très riches et donc ils ont pu se payer de très nombreuses stars étrangères, ce qui a considérablement freiné l'éclosion d'une nouvelle génération de joueurs anglais et la sélection en a beaucoup souffert. Mais par chance, une nouvelle génération dorée a émergé ces 3-4 dernières années en Angleterre, à l'image des Jesse Lingard, de Dele Alli, Marcus Rashford, de Raheem Sterling ou encore Harry Kane, l'un des meilleurs attaquants mondiaux actuels. Ce qui laisse entrevoir pour les Three Lions de nouvelles occasions de briller dans le futur. Cette Coupe du Monde, pour laquelle les supporters anglais voyaient déjà l'équipe arriver en finale, aura au moins eu le mérite de faire passer un cap à la sélection de Sa Majesté, puisqu'elle a enfin vaincu le signe indien en remportant une séance de tir au but en compétition internationale, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 1996. On prépare une panure, à l'anglaise forcément, avec 3 bols, un de farine, un d'œuf battu que j'ai légèrement assaisonné avec du poivre et un de chapelure. On roule d'abord l'œuf dans la farine en enlevant l'excédent, puis dans l'œuf battu et on égoutte bien, et enfin dans la chapelure. Je fais qu'un seul tour de panure car avec la chair à saucisse, ce plat est déjà assez riche comme ça. Rouler un œuf dans de l'œuf, c'est un peu l'inception de l'œuf quand même. Exception. On fait chauffer de l'huile à 180 degrés, pas besoin d'immerger complètement les œufs, à hauteur de moitié ça suffit amplement. On plonge les œufs et on les fait rouler pour bien les colorer de chaque côté pendant 45 secondes, 1 minute de chaque côté. On veut juste cuire la chair à saucisse à point avant que la chaleur atteigne le jaune d'œuf et le cuise. On retire et on dépose sur un papier absorbant pour éponger l'excès d'huile. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas bien évidemment à liker, mais surtout à commenter et à partager cette vidéo à tous ceux que vous connaissez. Mais je voulais prendre quelques secondes en fin de vidéo pour vous annoncer qu'à la fin de cette série, je vous propose qu'on fasse un petit peu mieux connaissance, vous et moi. Donc on pourrait faire un Ask. Donc vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez sur la chaîne, sur le futur de la chaîne, sur moi, ma vie, mon œuvre, sur tout ce que vous voulez en fait. Bien évidemment, je ne ferai cette vidéo que si j'ai suffisamment de questions. Donc je compte sur vous pour qu'il y en ait un maximum et éviter que je me tape la honte aussi. Donc n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions directement dans la barre de commentaires ou avec le hashtag Cuisine & Chill sur mes différents réseaux sociaux. On se retrouve ce week-end pour les 2 derniers épisodes, la Croatie et la France. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Et allez les bleus. Ciao.